Salut tout le monde. Hello. Bienvenue à Bonjour. Makassi. Salut tout le monde. Bienvenue à D'accord d'être en désaccord. Agree to disagree. Bonjour Maroussia, comment ça va? Moi très bien, toujours dans l'enthousiasme. Alors je vois qu'on n'est pas seul aujourd'hui. Non, on a des invités pour notre première émission avec des invités, parce qu'on a déjà eu une première émission où on explique qui on est et notre univers. Et là, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Faiza, on a Patricia, on a Tracy et on a Marlon. Ok, enchanté tout le Hello. monde. Enchanté. Bienvenue chez nous, qui aujourd'hui est aussi chez vous. Avant toute chose, avant tout débat, une chose qui me tient à cœur, j'aimerais quand même rappeler les règles de l'émission, que nous sommes là pour débattre au sujet de l'ambition aujourd'hui, en ce qui concerne l'expérience personnelle de tous les invités, tout un chacun. Croyez-nous, c'est déjà pas facile d'avoir des invités qui viennent répondre à cette problématique. Personne n'aime parler de soi et encore de ses ambitions. Donc, Agree to Disagree est basé sur les opinions et non sur la personne. Donc, si retour il doit avoir et critique, c'est sur les opinions émises par chacune des personnes par rapport à leur expérience, leur vécu, et non basé sur leur personnalité ou leur personne, même si vous les reconnaissez. Voilà. On accepte d'être en désaccord, très important. Nous, on est persuadés que justement les idées se complètent, donc la complémentarité des idées. Donc voilà, prenez ça en compte quand on donne nos vécus, on partage notre expérience l'un avec l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'avais oublié de dire. Aujourd'hui, le thème, c'est le regard des autres face à l'ambition et aux ambitieux. Voilà. Alors, une fois n'est pas coutume, comme vous pouvez le voir, les femmes sont en majorité, les hommes sont en minorité, donc je ne dirais pas à tout seigneur, tout honneur, sinon je vais vexer ma féministe préférée. Donc, nous avons ici M. Marlon qui nous accueille chez lui aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter? Merci. Donc, je suis Marlon Chamanga, de l'agence Makassi, une agence en communication et marketing. Et ce qu'on fait, en fait, c'est autant travailler avec des entreprises ici en Belgique pour aider à leur développer marketingement et en communication, donc toute la partie visuelle, et aussi énormément avec des startups. Donc ça, c'est quelque chose aussi que moi, personnellement, par exemple, qui me tient à cœur. J'aime voir évoluer les gens, j'aime voir évoluer les entreprises. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait. Super. Et aujourd'hui, Marlon, voilà, le sujet, c'est l'ambition. Donne-nous un peu le lien avec l'ambition et ton histoire à toi. Peut-être définir aussi. Définir l'ambition. Oui, d'abord définir. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, pour moi, l'ambition, il y a beaucoup de définitions en fait derrière l'ambition. C'est vouloir quelque chose, être motivé, être limite prêt à tout, de pouvoir le faire. Mais derrière l'ambition, il y a aussi énormément de responsabilité et de passion, je pense aussi. Parce que au jour d'aujourd'hui, je pense juste avoir de l'ambition n'est pas suffisant. Je pense qu'on ne peut pas juste dire, voilà, j'ai envie, j'ai l'ambition, par exemple, de devenir ou de lancer, par exemple, ma société. Il faut voir qu'il y a un parcours derrière tout ça. Il y a énormément de sacrifices qu'il faudra faire. Et la question est, est-ce qu'on est prêt, par exemple, à pouvoir faire tous ces sacrifices? Est-ce qu'on est prêt à pouvoir prendre, par exemple, tout ce genre de risques? Parce qu'au final, quand on regarde bien, la majorité de personnes aiment voir le résultat final. Donc, voir vraiment le finish line, la finition. Jeff Bezos a lancé Amazon. On va voir, regarde, j'ai envie de faire comme lui, j'ai envie d'avoir ma plateforme, par exemple, e-commerce et ainsi de suite. Mais on ne va pas regarder réellement le parcours, les détails dans tout ça, tous les sacrifices, par exemple, qui a dû se faire tout au long du trajet, par exemple. Et pour moi, maintenant, pour pas du tout dévier et répondre un peu à la question, je pense que l'ambition, le sujet qu'on a au fait au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on sait. Je ne sais pas vraiment définir, par exemple, ce mot-là. Parce que pour moi, l'ambition, c'est lié à énormément de choses. C'est lié à, par exemple, la motivation, les sacrifices et ainsi de suite. L'objectif, et es-tu prêt à réellement relever tous ces défis-là, par exemple, pour pouvoir. Donc pour toi, la finalité est moins importante
que le parcours et les sacrifices et le cheminement. Donc pour toi, des fois, on peut avoir le parcours, le cheminement, toutes les expériences, mais des fois pas atteindre le résultat. En fait, moi je pense que si on revient un tout petit peu, on regarde un peu, on va dire, tout ce qui est carrière professionnelle, parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde, on a ces plateformes des réseaux sociaux qui motivent énormément de personnes à lancer des business. Ce que je pense, c'est qu'il faut déjà commencer par, OK, quelle est la raison que j'ai envie de faire ça? Est-ce uniquement de l'argent? Parce que si c'est uniquement de l'argent, je pense que ça ne va pas être suffisant pour pouvoir tenir le coup. Parce qu'il n'y a aucun business model au jour d'aujourd'hui que tu peux lancer directement sans avoir aucun souci y arriver. Je pense que ça demande énormément de sacrifices et un travail, en fait, surtout le mental, pour pouvoir encaisser ces coups. Parce qu'il y a des moments où tu vas tomber et tu dois être prêt à te relever. Mais il y a aussi ce côté, par exemple, d'ego qu'il faut pouvoir mettre de côté. Trouver des personnes, par exemple, qui ont de l'expérience, parler avec eux, communiquer avec eux, parce que je sais que beaucoup de gens qui ont un business et qui lancent un business, malheureusement, ils ne s'ouvrent pas à tout le monde. Ils préfèrent rester fermés et ils gardent cette mentalité de « Oh non, je n'ai pas envie, tu sais, mon image à moi, c'est important. Je ne vais pas lui demander conseil parce que peut-être il va penser que je suis X, Y, Z. » Et ça, je pense que c'est tout un travail, en fait, que ce soit un travail mental, un travail de motivation, savoir que, OK, c'est ça le but. Le but ne sera pas facile. Il n'y a aucune personne qui a lancé un business et je ne sais pas moi, en quelques heures ou on va dire avec très peu d'efforts, il a su y arriver. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'il faut prendre en compte, mais surtout aussi trouver, et ça c'est quelque chose que moi je dis toujours, c'est que trouve des personnes qui vont pouvoir t'aider à le faire. C'est jamais mauvais d'accepter en fait de l'aide et être ouvert d'esprit par rapport à ça. Et je pense que maintenant, quand je regarde par exemple mon parcours moi-même professionnel, j'ai dû travailler par exemple auparavant dans d'autres entreprises à plusieurs fonctions et de plusieurs niveaux. Et ça m'a permis, par exemple, de comprendre énormément de choses. Une entreprise, par exemple, qui existe déjà depuis 30 ans, 40 ans sur le marché, il y a énormément de structures, il y a énormément de process. Mais les process viennent avec des problèmes. C'est parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu énormément de... que ce soit, je ne sais pas... je dirais, des problèmes dans la structure et pour trouver en fait des solutions dans ces problèmes-là, bah, alors on met une structure en fait en place pour éviter tout ce genre de problèmes, quoi. Et ça, par exemple, quand tu commences et tu te lances, on va dire, de zéro, ben, tu découvres également en fait tous ces problèmes-là. Tu commences et tu vois, il y a ça qui manque, il faut aussi ça. Trouve des solutions par rapport à tout ça. Ça, c'est un processus qui prend énormément de temps. Et c'est pour ça qu'il faut aussi accepter au jour d'aujourd'hui de pas du tout te comparer. Je pense que comparer, ce serait en fait quelque chose qui va te tuer peut-être. Un peu du suicide dans le business. Pardon ? C'est un peu le suicide de ton business. Voilà. Ce qui nous intéresse aujourd'hui avec Marussia, c'est d'aller un peu plus deep avec vous tous ici, sont les cahiers de charge de l'ambitieux en fait. Oui. Okay. Comment toi tu as fait pour justement devenir aujourd'hui cette personne? Tu vois, tu disais tu as travaillé dans des sociétés, etc. Voilà, quel a été ton parcours aussi? Mon parcours par rapport à ça, j'ai commencé, je parlais de mon parcours personnel, hein, j'ai commencé à travailler pour une boîte américaine. Quand j'ai commencé dans cette boîte américaine, je voulais atteindre un certain statut dans cette boîte. Et je savais que pour y arriver, c'est simple. Travaille plus dur que les autres, montre de quoi tu es capable. Et en très peu de temps, j'ai évolué. Ils m'ont donné aussi la chance de pouvoir évoluer. Et je suis passé on va dire, j'ai commencé en tant que, par exemple, chez eux, j'étais assistant manager, je suis monté en tant que shop manager, et puis régional formateur pour le Benelux et Finlande. Alors là, c'était 32 magasins, pardon, plus ou moins 500 employés, 4 pays. Mais on sent déjà l'ambition là. Ouais. Donc, tu es un bosseur. Ouais. Pour toi, l'ambition, c'est quelqu'un qui est prêt à faire le sacrifice du travail. Absolument. Ok, ça, c'est ta définition. C'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole, compléter ce que Marlon a dit parce que ça correspond à sa définition? Je regarde aux dames de l'autre côté. Moi, je vais juste revenir sur le sens de quand tu l'interpelles. Pour un ambitieux, c'est un bosseur. Et ça, je le vois dans mon choix de vie, en fait. Ok. Et ton choix, c'est Moi, je suis... désolée, je me présente. Donc, Patricia, infirmière en soins à domicile. Et donc,
moi, j'ai une société de soins à domicile et je viens de créer avec 2 partenaires une société où on va prodiguer un centre médico-esthétique. Donc, dans le choix de vie que je mène actuellement, je bosse beaucoup. Je ne regarde pas les heures. Quand on me demande à quelle heure tu as fini, je réponds toujours quand j'ai fait mon dernier patient. Donc, je ne sais jamais donner l'heure. Je sais juste dire, j'ai fini ma liste. Vers 14-15 heures, je suis libre. Et ça va de même si je parle au quotidien, en semaine ou en mois. Je ne regarde pas la charge de travail. Je bosse. Les heures, pour moi, c'est une notion que les autres ont dans le temps. Mais quand tu travailles, tu t'investis. Tu vois juste la finalité de pourquoi tu travailles. Tu ne comptes pas les heures, en fait. C'est peut-être une réflexion que les salariés ont. Oui, mais quand on est indépendant, on ne calcule pas les heures. On s'investit juste dans le travail. Et quelle est cette finalité? Cette finalité, elle est personnelle. C'est une jouissance c'est personnelle comme une boulimie, de se dire... en fait. Moi, ce qui m'anime, heureusement, c'est ce que j'aime soigner. Je fais ce travail par passion. Si je me diversifie, je dis toujours, je porte toujours une blouse blanche. Donc, je reste une praticienne dans le médical. Et quand j'ai des jours de congé, avant, je prenais des intérims, j'allais au prélèvement. Je faisais juste des prises de sang. Mais pourtant, ce sont mes jours de congé. J'étais salarié. Et donc, je me suis rendu compte que m'imposer un rythme de travail ne me convenait pas. Je choisis de travailler autant que je veux. Et pour ce faire, je deviens indépendant. Et si je dois définir... Enfin, pour moi, être ambitieux va avec indépendant. Pour moi, l'ambition, c'est vraiment un besoin, un désir de réaliser peut-être un objectif ou même un rêve. Mais c'est avoir confiance en soi, connaître ses compétences et se donner les moyens d'arriver à cet objectif qui peut être un rêve ou même se dire, je veux un tel niveau de vie, je veux telle situation. Mais pour ce faire, on ne regarde pas les à côté. On sait que ça va être dur dans la démarche, mais on vise la finalité. Est-ce que je peux dire qu'on sent beaucoup de passion chez toi? moins le côté travail dur, plus la passion. Toi, j'ai l'impression que tu as toujours ta blouse blanche. Tu es passionné par l'entraide de l'autre. Donc passionné, on peut dire, moi, ton ambition, je suis passionné par mon travail, donc... je suis boulimique, en fait. Je peux travailler non-stop, ça ne me dérange pas. Pendant le Covid, je disais, je dors et je me réveille dans le Covid. Ça ne me dérangeait pas. Ouais. Donc, passion. Oui, quelque chose qui m'interpelle dans ton récit, Patricia, je vois un peu les troubles faits. Hein. C'est un peu mon rôle ici. C'est dire que... He's the bad guy, I'm the good girl. Ambition va avec indépendance. Mais une personne qui commence comme salarié dans une boîte structurée, comme l'a dit Marlon, et qui gravit les échelons, son but est de devenir CEO. C'est aussi de l'ambition, sans pour autant avoir ce côté indépendant. Parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous regardent, qui sont aussi ambitieux et qui rentrent dans leur première boîte et qui ont pour but peut-être de passer assistant manager et coordinateur de département, etc., monter. Okay. Donc, j'ai l'impression que quand on dit indépendance rime avec ambition, c'est peut-être un peu... Pour ma part. Pour ta part, oui, je sais. C'est pour ça que j'ai précisé le fait d'être... J'ai été aussi salarié, j'étais dans une boîte. Voilà, je voulais aussi me dire, je commence comme infirmière, je fais l'école de cadre, je deviens chef, et ainsi de suite. Mais ce rythme d'avoir un horaire défini... T'as bloqué. Ne me convenait pas. Oui. T'as bloqué dans ton ambition. M'a bloqué, voilà. Je pense que Marlon aussi, parce que tu as au final lancé ton propre truc. Donc, quelque part, tu as eu ton ambition dans cette société américaine où tu as gravi l'échelon, mais à un moment, tu as été un peu cadenassé, un peu... Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce qu'on fait en fait au jour d'aujourd'hui, je le faisais déjà depuis ce moment-là aussi. Donc, c'est juste que à ce moment-là, on se met par exemple en tant qu'indépendant complémentaire et step by step avec les horaires par exemple qui restent. Quand on rentre à la maison par exemple le soir, c'est là on met le deuxième costume qui alors continue à travailler par exemple sur l'agence à ce moment-là. Okay. Et de base, c'était aussi de passion. Ouais.
Mais c'est juste qu'à ce moment-là, voilà, on ne sait pas directement prendre l'envol, sortir comme ça du jour au lendemain et se dire, bon, je prends le risque, le big risque à ce moment-là, et dire que je vais vivre que de ça 24 heures sur 7. En tout cas, à ce moment-là, ce n'était pas le bon moment. Oui. C'était encore un tout petit pas à attendre. Et je pense que pour moi, ça a été personnellement, par exemple, une super bonne école. Pourquoi ? Parce que ça m'a permis de pouvoir être la personne que je suis au jour d'aujourd'hui. Ça m'a formé. Et puis, au moment donné où tu le sens toi-même, tu sais que tu es prêt. Alors là, tu quittes entièrement le job. Mais ça, c'était par exemple mon parcours à moi personnel. Tu quittes alors à ce moment-là le job et tu prends ton envol. Et là, tu commences full-time sur ça. Mais ça a démarré de passion aussi. Ok. Donc, passion, travail dur. Faiza, tu veux prendre la parole ? Je veux juste poser une question à Marlon. Donc, moi, c'est Faiza et je suis multi-entrepreneuse. Je vous donnerai un peu plus de détails plus tard sur mon expérience. Mais j'avais une question parce que tu as dit quelque chose qui est intéressant. Est-ce que pour toi, l'ambition, ça rime avec le focus? Pourquoi je te pose cette question? Parce que pour l'instant, je suis en processus de levée de fonds. Et chaque fois que je rencontre des investisseurs et qui me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie, je dis voilà, j'ai lancé mon application, j'ai une agence digitale, etc. Et je suis aussi consultante indépendante. C'est ce qui me permet aujourd'hui de financer mes activités à côté. Je suis en bootstrapping, quoi. Et ce qu'on me reproche à chaque fois, c'est le focus. Et là, tu disais que tu travaillais et à côté, petit à petit, tu as lancé ton activité complémentaire, etc. Est-ce que tu penses que ça ne va pas à l'encontre de cet état d'esprit d'ambitieux, etc. Ou est-ce que tu penses que ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est pas correct et que on est peut-être, ou tu es l'exception à la règle qui fait que sans être focus, on peut... Je pense que en fait, le plus important là-dedans, c'est que clairement, on voit plus de résultats quand on est entièrement occupé là-dedans. Ouais. C'est que quand on va mettre, on va dire, moi je rentrais tout le temps très tard le soir et on a tout le temps des imprévus, par exemple dans une boîte, on doit rester plus longtemps, on doit travailler plus longtemps parce qu'on travaille sur des targets. Alors à ce moment-là, on rentre, il est très tard. Bon, on commence à travailler par exemple pour l'autre activité à partir de 21h peut-être. Et on dort très tard aussi. Donc, clairement que les résultats, alors, se font sur base de 3 ou 4 heures. Et 3 à 4 heures, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Donc, on va voir des baby steps à ce moment-là. Une fois qu'on prend l'envol complet, là, c'est 10, 11, 12 heures qu'on met là-dessus. Et là, c'est une vitesse, par exemple, où on évolue x3, x4, x5. Donc, clairement que le focus, alors, à ce moment-là, il est différent. Parce qu'on voit aussi plus, on avance aussi plus, donc on fait des plus grands pas et on est aussi beaucoup plus investi dedans. Donc, moi, j'ai vu une très, très grande différence quand j'ai complètement arrêté. Parce qu'après d'avoir travaillé, par exemple, pour cette boîte américaine, j'ai travaillé alors encore pour une autre boîte belge. Et à ce moment-là, en plein Covid, on continue à performer. Et ce que j'ai dit, bon, moi, en plein Covid, j'arrête. J'arrête. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu bascules et que tu te dis, si je veux arriver à ma finalité, il faut que je switch? Est-ce que tu prends des risques à ce moment-là? J'ai pris le risque à ce moment-là. Et le risque, alors, il était très gros parce qu'on était en plus en période de Covid. Et alors, à ce moment-là, je suis passé complètement derrière la boîte. Mais moi, la mentalité que j'avais à ce moment-là, c'était aussi, OK, mon job, par exemple, pour la boîte belge, quand j'ai travaillé avec, j'étais directeur retail et je vais faire en sorte tout simplement qu'on génère du chiffre d'affaires. Et je me suis dit, bon, si j'ai su le faire, par exemple, pour d'autres compagnies, pourquoi pas moi? Et à ce moment-là, bon, tu le fais pas seul. Hein, vous travaillez ensemble avec un goal derrière tout ça. Et ça a pris du temps, mais voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue à travailler dessus, quoi. Et on apprend des erreurs. Et je pense que c'est comme ça que chaque entreprise fonctionne. Et c'est sur ça que je revenais un peu sur le côté de structure. Une grande structure vient aussi avec énormément d'expérience sur le marché. Et on a besoin alors d'avoir cette expérience-là. Et voilà, je pense que... C'est ce que je voulais dire par face visible de l'iceberg, parce que maintenant, on est rentré plus dedans et la phase invisible est plus définie par les invités qui ont pris la parole. Le risque zéro n'existe pas. Mais le risque 100% n'existe pas non plus. Donc, il y a un middle average. Et le middle average de tout un chacun, c'est la préparation. Ou dans une structure d'une boîte qui existe depuis 10, 15, 20 ans, et on s'y fait les dents, et quand on se sent prêt, on y va. Donc, ton risque de 100% est déjà amoindri parce que j'ai cette expérience structurelle, corporate. OK ? Tout comme Patricia aussi a commencé en étant employée. Et puis, elle s'est dit, non, ce n'est pas pour moi. Mais elle n'a pas fait ça après 3 mois de carrière. Elle a peut-être fait ça quand elle a compris
Mais si un tel est capable, pourquoi je ne serais pas? Quels sont les tenants et les aboutissants pour arriver à ça? Donc, je vais juste rebondir là-dessus en disant le risque zéro, quel que soit le business qu'on entreprend, n'existe pas. Il y a une préparation. Et cette préparation diminue le risque et agrandit les opportunités. Faiza, peut-être que c'est bien qu'on rebondisse chez toi et que tu te présentes et que tu dises, tu as dit multi-entrepreneuse. Oui. Explique-nous, on veut savoir. Oui. Et je donnerai l'autre aspect de l'ambition par rapport aux autres, vis-à-vis des autres, du regard des autres. Donc moi, j'ai commencé employée comme toi. On est venu me chercher à l'école, déjà à l'époque. Donc j'avais fait un bachelier en droit et j'ai intégré un Big Four très, très vite. Donc très, très vite, j'ai été confrontée à un environnement de travail ce que moi je considère comme toxique, avec des horaires de travail imposés, parce que même si je n'avais plus, en 2 heures, j'avais effectué mon travail, j'étais obligée de rester parce que c'était dans le mindset de l'entreprise, etc. Très, très vite, je me suis enfuie, vraiment, littéralement. On peut définir ce mindset comme un mindset, oui, la présence est plus importante que la productivité. Et plus on reste tard, et plus on Plus est on bien est mieux vu. Voilà, exactement. Oui, je connais ce type de boîte. Il y a un peu aussi une certaine compétition qui Exactement. part du bureau le plus tard et qui arrive Exactement. plus tôt. Et d'ailleurs, quand je suis partie, parce qu'ils n'engageaient pas des bacheliers à l'époque, ils engageaient que des cadres. Et quand je suis partie, ils se sont dit, c'est pas possible. Une bachelier à qui on a offert une voiture avec une certaine couleur sur les rétroviseurs, etc. et autres, c'est pas possible qu'elle quitte. Et donc, à l'époque, ils ont inventé l'exit interview. Ils ont essayé de comprendre pourquoi une bachelier quitte une entreprise de cette taille alors qu'on lui offre les mêmes avantages qu'un cadre. Et donc, je suis partie et je me suis présentée dans une boîte intérim pour chercher un job. Et là, je me retrouve engagée comme consultante en recrutement. Mais je suis malheureuse. C'est l'époque de la crise. On a beaucoup d'offres. On a beaucoup de candidats qui viennent postuler, mais on n'a pas assez de demandes des clients, etc. Et je commence un petit peu à m'épuiser. Et je me dis, tiens, je ferais bien de l'enseignement. Donc, en cours du soir, je fais des études de prof. Et pendant mes études de prof, je fais la rencontre d'une personne qui me dit, écoute, je te vois bien dans ma boîte. C'est une boîte qui fait l'exportation, assurance crédit à l'exportation. Je te vois bien bosser là-dedans. Et puis, à l'époque, je m'étais mariée et j'envisageais bien de commencer à avoir des enfants et autres. Je me suis dit, bon, ça sera une petite boîte. À ce moment-là, à cette époque, ça m'arrangeait bien d'être dans une boîte où il y a des horaires fixes, où je peux récupérer mes heures, où j'ai des congés, etc. Et là, je vais faire quand même 6-7 ans. Mais je vais m'ennuyer très, très vite. Et donc, je vais passer de Consolidation Debt Officer. Donc, à l'époque, je gérais la dette du Congo avec le club de Paris. Puis, je suis passée Claims Officer. Je suis passée Underwriter, donc de l'arbitrage. Puis, j'ai fait de l'analyse financière. Et là, je commence à me dire, il y a quand même quelque chose, parce que j'arrive à basculer d'une mission à une autre, je m'ennuie et autres. Et puis, je suis appelée par la Banque nationale. Est-ce que je peux te couper et juste dire que tu es en train de dire que l'ambition évolue selon ta situation personnelle? Exact. Okay. En fait, vis-à-vis de ma situation personnelle, et à ce moment-là, je me rends pas compte que mon ambition, ma finalité in fine, en fait, c'est d'être indépendante, c'est d'être libre. Pour moi, l'ambition, ma finalité in fine, oui, j'ai créé une application, j'ai créé ci, j'ai créé ça, mais ma finalité, c'est d'être libre. Et libre comment? D'un point de vue pécunier, financier. Parce que pour moi, si j'ai ma liberté financière, si demain je me réveille et que j'ai un œil, comme j'étais l'autre jour, un œil bien abîmé, j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. Et donc, à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on me dit « Ah, tu devrais faire un master en finance, ça t'irait bien. » Bon, à ce moment-là, la Banque nationale m'appelle, je vais et je travaille dans les marchés financiers. Rien à voir avec mon parcours. Et à ce moment-là, je me dis « Bon, j'ai le temps parce que je m'ennuie de nouveau. Après quelques mois, je m'ennuie. Et je fais mon master en finance. » Et là, je vais avoir une grosse claque pendant mon parcours à la Banque nationale. C'est que le 22 mars 2016, je me retrouve, voyage surprise à New York, je me retrouve face au premier terroriste qui se fait exploser. Et on s'en sort là, quelques dégâts physiques, mais les dégâts psychologiques vont venir après. Et là, donc tu vis les attentats à l'aéroport de Zaventem. Exact. Toi et ton mari. Exact. Donc on est à deux, moments très, très difficiles et autres. Et en fait, c'est l'accompagnement psychologique que je vais avoir après, même psychiatrique, qui va faire me révéler tous ces aspects. Je me rends compte que je suis HP, je me rends compte que je suis quelqu'un de très indépendant dans sa tête, qui déteste être dans un cadre comme toi, qui déteste qu'on lui impose des horaires. D'ailleurs, c'est pour ça que mon premier job, j'ai quitté,
Quand elle m'a dit, tu restes jusqu'à 19h, j'ai vu que tu as pris 2 heures de pause. Je dis, mais c'est complètement absurde. Si le travail, il est fait, si j'ai délivré. En sachant que tu es peut-être plus productif que celui qui Exact. a Les fait quarts 8 d'heure. heures. Exact. Mais ça dérangeait parce qu'on avait des timesheets à compléter et il fallait mettre le nombre d'heures qu'on avait pour travailler pour tel ou tel client. Ouais. Et je travaillais trop vite. Et à la Banque nationale, là, je vais être partagée entre... il y a quelque chose qui ne va pas, les psychologues m'accompagnent, se rendent compte que je suis au potentiel, que ci, que ça. Il y a une consultante qui est là qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Des collègues qui me disent, justement, face à ce qu'on appelle aujourd'hui de l'ambition, mais que je ne savais pas que c'était de l'ambition, qui me disaient, littéralement, j'ai un collègue qui m'a dit « Ici, c'est un troupeau de moutons, et ta gueule, tu la lèves un peu trop. » Mais je ne m'en rendais pas compte. Et c'est là que je bascule dans l'entrepreneuriat. Et je vais encore te couper juste pour dire que tu es d'origine marocaine et que, voilà, pour les parents marocains, on va à l'école et se dire que tu es au potentiel. Non, c'est vrai. Non, dans notre culture, il n'y a pas de place pour l'aspect psychologique. La dépression n'existe pas, la crise d'adolescence n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait un déni de ce qui m'est arrivé à l'aéroport de Zaventem et que je me suis dit, je vais bien, j'ai mes 2 pieds, j'ai mes 2 mains, tout va bien, je peux continuer. Et c'est là que voilà, je vais me rendre compte que en fait, je suis pas faite pour être employée, salariée et que je suis malheureuse en fait. Je suis très très malheureuse. C'est intéressant parce que moi, je connais Marlon, je connais Faiza. J'ai fait consciemment allusion au fait de dire que tu es d'origine marocaine et que ça n'existe pas dans ta culture. Mais je connais Marlon aussi et je sais que voilà, le fait que tu as commencé en tant que manager, etc., c'est aussi quelque chose qui a été mal perçu dans ton environnement. Bien sûr. Voilà, donc l'accompagnement, l'éducation qu'on a reçue ne t'a peut-être pas aidé à ton full potentiel auquel tu es aujourd'hui. Non, pas du tout. Et c'est là qu'on revient au sujet principal du débat aujourd'hui. Comment l'ambition est vue par son entourage. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a raison. Le premier entourage formateur, ce sont les parents. Ouais. Est-ce que tu veux... Je pense qu'en fait, tu relèves un point super intéressant. C'est que... moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça m'a permis aussi, parce que moi-même, je suis papa, j'ai 2 filles, et ça m'a permis aussi de voir les choses aussi différemment. Parce que je sais que je n'ai pas eu le support du tout. À la maison, on n'y croit pas. Qu'est-ce que tu me racontes quoi, tu as envie d'évoluer dans une boîte? C'est pas possible, ça. Écoute. En tant que jeune noir. Ouais. Hein, parents qui sont issus de la génération qui ont migré. Ouais. Nous, on est la première génération qui sont nés en Belgique. Ouais. En tant que jeune homme noir, il fallait des diplômes. Ouais, c'est ça. Et pour eux, c'était assez simple. Hein. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu travailles tout simplement dans un magasin, tu me donnes juste un titre comme ça. Et je pense qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, voilà, ça m'a permis aussi moi-même, en tant que personne, de voir les choses différemment. Si maintenant, quelqu'un a de l'ambition, quelqu'un a envie de grandir, aussi d'y croire et d'essayer de voir les choses... d'un autre monde, on va dire plutôt se mettre à sa place aussi. Parce qu'avoir juste un seul, je dirais plutôt one way of thinking, c'est pas tout le temps, non. C'est pas tout le temps bon. Quoi. Et ça t'a peut-être limité dans ton ambition, dans ton évolution. T'aurais peut-être plus vite. Non, parce que non je voulais leur prouver le contraire. Ouais. Et j'ai toujours été comme ça. Ouais. Je pense que ça nous... Ça me parle. Oui. Ça nous parle, je pense. Tout le monde dit oui, ça parle à tout le monde. Non, mais c'est vrai, je suis comme ça. Tracy veut rebondir, elle n'a pas encore eu l'occasion de parler. Moi, je m'appelle Tracy Chamanga. Je suis la fondatrice de Roller Paradise, qui est un futur établissement de roller qui va ouvrir bientôt ses portes à Bruxelles. Pendant l'été, nous avons déjà fait pas mal de festivals, des open air avec une piste... modulable qu'on peut déplacer. Nous avons aussi créé notre propre marque de roller. Donc voilà. Moi, dès le plus jeune âge, je savais que je voulais travailler pour mon propre compte. Ça, je l'ai su depuis très jeune, puisque j'ai commencé à travailler très jeune, à 15 ans. J'ai commencé à Walibi. On m'a mis au parking parce que normalement, à 15 ans, à cette époque-là, c'était même pas encore sûr qu'on pouvait travailler ou pas. Donc, ils ont pu trouver une règle qui le permettait. Et moi, j'ai dit, je peux pas faire ça toute ma vie. Et chaque fois, je faisais des jobs étudiantes et chaque fois, je faisais des différents jobs étudiants. Et chaque fois, j'essayais de faire quelque chose qu'une étudiante n'est pas censée faire. Donc, j'ai été manager chez Australian. Après, j'ai été superviseur dans une société de
Donc, chez LSG, c'est une société de catering d'avion. C'est là où Brussels Airlines prend sa nourriture. J'ai été superviseur, j'avais des contacts avec tous les clients, United, Brussels Airlines, mais en même temps, je gérais dans la production tout ce qui est cuisine. Donc, tu étais déjà entreprenante. En tant qu'étudiante? En tant qu'étudiante, oui. Donc, et tout ça, je le faisais parce que j'avais un objectif derrière qui était... je voulais essayer d'avoir le plus d'expérience possible, de connaître un peu comment ça fonctionne un peu partout dans les sociétés pour que moi aussi, je sache quand moi, j'aurai ma société, parce que je savais que je voulais avoir ma société, mais je ne savais pas encore dans quoi. Comment j'allais pouvoir structurer cette chose. C'est pour ça qu'effectivement, l'expérience, pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et comme elle disait, effectivement, moi, cette histoire de travailler de 9-17 tous les jours, c'était pas possible. Et pourquoi j'ai toujours voulu ouvrir ma société, c'est juste parce que voilà, on voyait nos parents beaucoup travailler. Et du coup, pas avoir vraiment beaucoup le temps de passer. Enfin, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour passer avec nous, etc. Ce que moi, je ne veux pas du tout pour plus tard, pour mes enfants. Donc, je voulais effectivement être libre de pouvoir travailler quand je voulais, de ne pas devoir demander des congés à mon patron parce que voilà, j'aimerais aller avec mes enfants en vacances et que, ah non, cette période-là, tu ne peux pas prendre congé parce qu'il y a tout le monde qui est en congé. Ces choses-là, ça, c'est vraiment... Quand tu n'as pas d'enfants, c'est la priorité à ceux qui ont des enfants. Donc, ça, oui, voilà, exactement. Donc, moi, par exemple, j'ai travaillé chez BNP. Je ne pouvais pas prendre congé juillet-août, en fait, parce que c'est les parents qui doivent prendre congé, ces choses-là. Et donc, moi, je n'ai pas envie d'être dans ce système-là, en fait. Donc, 9-17, tu rentres à la maison, tu dois préparer. Après, tu vois quelques minutes les enfants, puis ils doivent déjà aller au lit, etc. Non, moi, j'ai envie de passer un maximum de temps avec mes enfants, profiter, etc. Et voilà, effectivement, le cadre familial n'était pas très pour. Heureusement que j'avais un grand frère qui m'a soutenu. Un exemple. Voilà, un exemple qui a pu me soutenir. C'est le but de l'émission. C'est que nos histoires servent d'exemple à d'autres personnes. Dans l'émission où on découvre notre univers, on veut que le podcast serve d'exemple, que d'autres personnes qui ont envie, qui sont dans un cadre, origine, études, peu importe, qui sentent aussi, qu'ils écoutent notre histoire, qui vont peut-être reconnaître des événements dans leur vie, se disent, oui, mais j'ai entendu ça là, peut-être que c'est ça en fait qui fait que je suis malheureux, je suis pas bien. Donc bravo que Marlon était là. Exactement, parce que c'est vrai qu'au début, j'hésitais beaucoup parce que j'ai eu les mêmes discours que lui, forcément. Donc, j'ai arrêté l'école, ça a fait toute une histoire. Le fait de ne pas avoir de diplôme. Donc, l'école, donc j'ai fini ma secondaire, mais je n'ai pas continué. Enfin, j'ai arrêté à l'UNIF. Le fait de ne pas avoir de diplôme, on était un peu les moutons noirs de la famille, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, lui, il était là, il m'a beaucoup soutenue, il m'a poussée à aller au bout de mes objectifs. Il me disait, enfin, il m'a fait des beaux discours. Bravo en tout cas. Bravo pour Marlon. Ouais. Et voilà, si aujourd'hui j'en suis un peu là et si aujourd'hui j'ai réussi à passer le cap, c'est aussi grâce à lui. Parce qu'effectivement, je travaillais à la banque. Et à côté de ça, j'avais un pied dedans, un pied en dehors. Et donc, lui, il me disait, non, mais si tu ne te mets pas à 100%, ça va jamais aboutir. Moi, j'étais là, mais si, j'ai toujours travaillé partout parce qu'effectivement, je travaillais à la banque, en même temps, je travaillais au Top Model International, mais en même temps, je travaillais chez Weir Waters, donc je faisais 3 jobs en même temps. Donc, moi, j'étais là, si j'arrive à faire ça, pourquoi je ne pourrais pas faire ça avec mon propre business? Il était là, oui, c'est pas la même chose. Là, tu travailles pour quelqu'un, tu as fini, tu rentres. Quand tu auras ton propre business, il n'y aura pas de finir, en fait. Et que je devais vraiment me concentrer à 100%, effectivement. Du coup, je me suis sacrifiée, donc ça va avec les sacrifices. J'ai arrêté de travailler. Donc, j'ai pris ce risque-là. Je me suis dit, bon, je vis chez mes parents, donc je n'ai pas de loyer à payer ou quoi que ce soit. Je peux me permettre. Et c'est le moment, en fait. Et effectivement, quand j'ai arrêté de travailler, c'est là où tout a décollé. C'est là où on a pu faire des rendez-vous pour des levées de fonds. On a pu commencer nos travaux. On a pu commencer à penser. C'est là où on a eu cette idée de créer notre marque parce qu'on ne trouvait pas de marque. Donc, en fait, c'est au moment où j'ai arrêté de travailler, que j'étais à 100% dans mon projet, que ça a avancé. Passons peut-être à une autre question qui aussi, comment tu as été perçue? Comment tu as été perçue? Tu as dit, voilà, je n'ai pas fait de grandes études, ce n'est pas spécialement le domaine, voilà, comment tu as été perçue? Comment ton idée a été perçue? Tu parlais de levée de fonds et peut-être que Faiza aussi peut compléter là-dedans. Toi aussi,
quand tu as lancé ton business, comment les gens ont perçu, comment les banques t'ont perçu, comment les clients ont perçu Ta ton famille. voilà, ton initiative. Alors du coup, pour commencer avec la famille, ben, moi j'avais très peur de raconter parce que je savais que ben, ça allait pas être approuvé. Et au final, oui, mes parents, que ce soit mon père, ma mère, mes frères, etc., tout le monde a vraiment aimé l'idée. Mais je leur ai aussi raconté une fois que c'était plus ou moins concret. Marlon, c'était le seul qui savait quand c'était pas du tout concret, quand on n'avait encore rien du tout. Mais les autres, ben, c'était là. Donc, ils n'avaient pas le choix, en fait, et d'y croire, en fait. Parce que chez nous, c'est un peu, voilà, il faut un diplôme. Sans diplôme, ben, tu iras nulle part. Et on a commencé très jeune. Donc, j'ai mon associé. Donc, ben, on a commencé très jeune. On a commencé en 2020. Donc, à cette époque-là, j'avais 23 ans. Donc forcément, quand on essayait de se présenter, quand on essayait de faire quoi que ce soit, ben, on voyait deux gamines en fait qui ont un rêve et que elles sont jeunes. On n'entendait que ça. Elles sont jeunes, mais elles sont un peu trop jeunes. Et donc nous, dans nos têtes, on se dit, mais ça veut dire quoi? Donc on doit avoir 40 ans, 50 ans pour pouvoir faire quelque chose de sa vie. Enfin, c'était souvent ce qu'on... C'est l'expérience. Quand ils disent que c'est jeune, c'est l'expérience. Oui, ça aussi, on nous a... que depuis 15 ans, tu connais. Exactement, ça aussi, c'était ce qu'on nous disait. Elles sont jeunes. Le projet, il est très bien, il est top. Mais est-ce que c'est les bonnes personnes derrière? Est-ce qu'elles vont savoir gérer? Est-ce qu'elles ont assez d'expérience? Donc ça, c'est vraiment ce qui est beaucoup revenu. En même temps, on sentait aussi le fait qu'on était des femmes. On le sentait. On ne nous le disait pas. Le seul truc qu'on nous disait, c'était qu'on était jeunes, mais on sentait aussi le fait que ce soit des femmes aussi. Ça a perçu différemment. Et mais malgré ça, on n'a pas lâché. Malgré que on a beaucoup galéré à ce niveau-là. On n'a pas lâché. On s'est dit, donc on est parti aussi vers des politiciens qui étaient aussi du même avis. Bon, elles sont jeunes, vous êtes jeunes, peut-être commencer plus petit avant de voir aussi grand, etc. Et nous, on était là, non, notre projet, c'est ça, et on veut faire ça, et on va tout faire pour faire ça. Et peu importe le temps que ça va prendre, de toute façon, comme vous dites, on est jeunes, donc on a le temps. Donc, on va le faire comme on veut le faire. Et c'est au moment où tout a commencé à vraiment se concrétiser. On a commencé à chercher un local, on a trouvé un local, parce que pour trouver un local, c'était aussi compliqué. Personne ne nous voulait, personne n'avait confiance, en fait. Parce que quand on a trouvé un homme qui a eu confiance en notre projet, qui a aimé ce projet... Je vais te couper, mais est-ce que je peux définir ça comme de la persévérance? Oui. Donc, on a l'ambition, travail, on a passion, persévérance. C'est correct? Et endurance. Endurance, ça viendra après. Voilà, on n'a pas voulu lâcher l'affaire. Et au final, quand tout a commencé à se concrétiser, on a trouvé le local, on a décidé de commencer les travaux avec nos propres fonds, peu importe comment, c'est là que des investisseurs ont commencé à être intéressés. Et même la banque, on nous disait que la banque ne prête pas aux startups, c'est rare que les grandes banques prêtent aux startups, c'est rare. Au final, nous, on a eu un prêt d'une grande banque. Wow, parce qu'ils ont aimé le projet, en fait. Après, plus une levée de fonds. En fin de compte, oui, tout le monde était très ravi du projet. Même, on a rencontré beaucoup. On a su créer aussi notre carnet d'adresses de manière professionnelle. Donc, on a rencontré plein de grandes personnes. Est-ce que c'est parce que, voilà, d'accord d'être en désaccord, agree to disagree, c'est aussi le lieu où les gens se rencontrent, où on partage notre histoire, mais où aussi on est ouvert à aider les autres. Comme Marlon a été ton guide, est-ce que toi aussi tu es ouvert à aider ton guide? Et est-ce que nos auditeurs peuvent, via les plateformes qui ont aussi une ambition, se dire « Non mais Tracy, moi je galère, aide-moi ». Est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent, dans les Q&A, dans les commentaires Bien sûr. Bien sûr, ça j'en avais aussi déjà parlé à Marlon en disant que voilà, j'aimerais que une fois qu'on sera ouvert et une fois qu'on aurait réussi, de pouvoir partager notre histoire, et ça pourrait aider plus d'un en fait, parce que bon, il n'y a pas tout le monde qui ne veut pas dire que tu entreprends, que tu vas forcément réussir dans la vie. Ça ne veut pas dire que les gens qui n'entreprennent pas ne vont pas réussir. Il y a des gens qui sont très contents avec leur 9-17 et c'est très bien aussi, mais il y a des gens qui sont pas, que ça ne les convient pas, mais qui ont juste peur de se lancer par rapport à plusieurs facteurs. Donc le fait que mon rêve il est peut-être un peu trop grand, ou j'ai pas d'argent, ou plusieurs facteurs en fait. Et nous on voudrait raconter, ou qui ne savent pas par où commencer surtout, parce que nous aussi c'était un gros problème, on savait pas par où commencer, vers qui se diriger. On n'a pas fait des études d'entrepreneuriat, donc de gestion quoi que ce soit, donc on savait pas trop comment on commence.
Donc, peut-être leur partager notre expérience. Oui. Si je peux me permettre, au-delà de ça, du fait que tu es jeune, que si, etc., il y a aussi un peu, aujourd'hui, ce qui manque, c'est des rôles modèles. Mais il y en a, hein, mais une femme, entre guillemets, d'origine africaine, 23 ans. 23 ans, super jeune, etc., qui n'a pas fait des études, etc., entre guillemets, c'est ça qui manque aujourd'hui. J'ai fait partie d'un programme de levée de fonds pour les femmes entrepreneuses, et 3/4, c'était des blancs bleus belges, et on a été à une présentation, et en fait, il y avait des femmes, blancs bleus belges, mais on ne se reconnaissait pas. On n'arrivait pas à se projeter. On se disait, OK, oui, c'est possible d'être une femme et entrepreneuse, mais moi, j'aimerais bien voir une Marocaine, j'aimerais bien voir C'est pas une les mêmes Sénégalaise, réalités. j'aimerais bien voir Oui. et j'aimerais bien voir une jeune fille de 23 ans, j'aimerais bien... Parce que voilà, si tu as des jeunes filles qui vont écouter ton podcast, et je l'espère vraiment, c'est de se dire, waouh, c'est possible en fait. Moi, je suis plus âgée que toi, j'ai 38 ans, mais je suis comme gaga, je Ouais, t'écoute, j'adore. admiratif. Oui, j'adore. Et s'il y a des gamines qui t'entendent et qui savent, allez, qui savent tes origines, qui savent ton parcours, etc., mais tu vas en donner... plus d'une va vouloir lancer son projet demain, quoi. Et donc, on a besoin de gens comme toi, au-delà du fait que tu sois jeune et que ci, que ça, qu'on t'a mis des bâtons dans les roues, le fait que simplement tes origines, voilà, c'est vraiment ton ethnie. Patricia a dit quelque chose d'intéressant. C'est pas les mêmes réalités. Blanc, bleu, belge. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? C'est pas les Bon. mêmes réalités? Je pense que ce n'est pas les mêmes réalités, oui et non, parce qu'on n'est plus à l'époque de nos parents, c'était vraiment un très très gros obstacle. Aujourd'hui, on est en 2024. Aujourd'hui, on vit dans un pays qui est divisé en 3 régions distinctes. Oui. De l'accent que j'entends, tu parles aussi le flamand, donc tu es parfaitement bilingue, donc c'est un gros voordeel en Belgique. On ne peut pas nier toutes ces choses-là. Je suis toujours plus terre à terre en me disant, oui, ces choses existent. Si je comprends bien le mot qui commence par R, qu'on ne dira pas aujourd'hui, mais il y a des choses aussi pour atténuer ce R. Et ces choses s'appellent ta façon de te présenter, la ponctualité dont on parlait tout à l'heure, les langues que tu parles, tout ça enveloppe et peut diluer ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein. Je n'ai pas dit ça. Mais la façon dont tu es perçu peut être changée. Moi, je vais rebondir là-dessus. De nouveau, on parle de normes sociétales occidentales. Tu vois, donc tu es en train de te dire qu'il faut un peu se conformer. Et là, moi, j'ai envie de dire, est-ce que se conformer, ça veut dire oublier qui on est? Parce que, voilà, notre spontanéité, notre... Non. Voilà, Non. ce que tu dis, c'est que si tu es blanc, bleu, belge, tu as alors le droit d'être en retard? Si je peux me permettre, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est très intéressant. Comme tu dis, ça peut atténuer le R. Hein? Donc, le fait d'être... parce que comme tu disais, moi, je parle aussi plusieurs langues. J'ai fait certaines études et j'ai fréquenté certaines personnes, etc. Par contre, là où moi, ça me posait problème, c'était que, ah, mais toi, tu es l'exception. Toi, tu n'es pas comme Aussi. les autres. Et ça, c'est dommage parce que quand... Et finalement, il creusait un petit peu. En fait, c'est pas l'exception. On est une généralité. C'est juste que on est un peu plus discret. Et donc, moi, c'est ça qui me dérange. C'est, ah, OK, toi, tu es exceptionnel, mais c'est parce que tu n'es pas comme les autres. Il faut vouloir le voir aussi. Mais ça, je pense que je connais cette phrase-là. Hein. Je peux te donner des exemples, des milliers. Je pense que c'est nous qui voyons le verre à moitié vide, dans le sens où on le prend personnellement. Je ne suis pas exceptionnel. Il y en a plein. Cette phrase-là, je la tiens tout le temps. Mais on devrait plutôt voir le verre à moitié plein. Si tu viens me dire que je suis une exception, c'est que quelque part, ça te dérange et tu sais que je ne suis pas une exception. Voilà, tu vois. Il faut inverser l'ambition et comment est vu le verre. Pas par l'autre, mais par soi-même. D'où les rôles modèles. Il nous faut de plus en plus de rôles modèles comme toi. C'est ça qui fera que l'exception deviendra la règle. Est-ce que quelqu'un veut rebondir aussi face à l'ambition et le regard des autres? Toi, tu disais justement persévérance, endurance, et tu disais tu vas revenir sur l'endurance. L'endurance, pourquoi? Parce que souvent, on m'a dit, bon, j'ai découvert bien plus tard que j'étais au potentiel, mais souvent, on me disait, mais en fait, tu es super intelligente. Et moi, je dis tout le temps, encore maintenant, je le dis, les gars, je ne suis pas super intelligente, mais qu'est-ce que je suis endurante? J'ai une capacité à tenir, peu importe les obstacles, etc. Je suis un peu têtue aussi. Je ne sais pas si c'est dû à mon signe astrologique bélier. Je ne lâche pas, etc. On revient à ce que Marlon a dit. Oui. Hein,
Quand on m'a dit que tu vas pas y arriver, je vais prouver le contraire. Exactement. Ah, punaise. Ah oui, mais là, ça me met une rage. Ah ouais. Quand je sors d'un rendez-vous avec un investisseur et qu'il me dit « Oh, c'est beau, c'est mignon, limite, mais tu vas pas y arriver parce que ci, parce que ça. » Je sors de là, je dis « Punaise, merci parce que grâce à toi, même mon gars, je vais en mettre encore les bouchées doubles et je vais encore vous montrer que je suis capable. » Parce que cette capacité de pouvoir faire plein de choses, je suis comme toi, depuis l'âge de 15 ans, je travaille. J'ai fait de l'animation, j'ai fait des scouts, je suis devenue petit à petit formatrice d'animateur, je suis devenue responsable de coordinateur de centre de vacances, à l'âge de 16-17 ans aussi. Je donnais des cours. Aujourd'hui, j'ai écrit plus de 100 mémoires. Quand les gens me disent ça, je suis devenue un ghostwriter parce que j'étais douée en orthographe. Et puis petit à petit, j'ai commencé à faire la syntaxe. Et puis petit à petit, je voyais des mémoires, je dis non. Lui, il va pas passer son année et je veux pas qu'il rate parce que simplement, il sait pas écrire. Je veux lui faire son mémoire. Et donc, à côté de ça, je travaillais, j'avais mes enfants, donc j'ai 3 enfants. J'étais mariée, j'avais, vous savez, comme chez nous, la responsabilité de la famille aussi, les parents allaient voir, des parents malades, etc. Et donc, il y avait tout ça, plus je faisais des études à côté, plus je travaillais, plus je devais gérer mes émotions. Donc, si ce n'était pas l'endurance, je ne sais pas comment on peut l'appeler. En fait, moi, j'appelle ça la résistance. C'est pas l'endurance. Parce que Et la résilience. Je coach aussi une équipe de foot. Et l'endurance, vous le faites toute l'année, en fait. Vous courez. Mais la résistance, c'est ce qui adapte votre cerveau à des situations difficiles. Tu vois? Ce que tu expliques là, ça m'intéresse. Développe quand tu dis. Parce que je ne vois pas, en fait. Je n'arrive pas à imaginer. Il y a beaucoup de gens qui ne voient pas la différence. L'endurance, c'est ta capacité physique, corporelle. Tu es là, tu vois. La résistance, c'est quand on veut affecter ton cerveau, ton ambition. Par exemple, eux, je leur mets toujours en exemple. Je les mets dans les situations. Vous jouez à 9 contre 11. Ouais, c'est pas juste. Ouais, vous allez résister. Vous, je vais siffler contre vous. Et parce que la vie, c'est ça. C'est de la résistance. Tu vas être ambitieux, tu es beau, tu te lèves un matin, tout va bien. Ta santé, que Dieu te l'accorde, un jour, tu peux la perdre. C'est là qu'il faut être résistance. Ta femme, un jour, tu peux divorcer. C'est là qu'il faut être résistant. Donc, c'est encaisser aussi? Il faut encaisser, être résistant. Et moi, mon père m'a mis ça toute ma vie devant moi. Résistant, résistant. Mes pauvres enfants, aujourd'hui, tu leur dis, le mot résistance, elles savent. Je sais, c'est quand j'ai un B-, je dois faire en sorte d'avoir un A. Je ne peux pas me faire avoir par mon B. Tu vois? Mais ce que tu racontes là est vraiment très, très beau. Et Marlon qui disait, ou Tracy qui disait, un parent qui te dit « Ouais, mais non, tu ne vas pas y arriver. Qu'est-ce que tu me racontes ?» C'est vraiment ça, c'est la résistance. Psychologiquement, il faut avoir cette... Parce que la force d'un parent envers un enfant, on a cette relation hiérarchique, peu importe ce qu'on veut. Mais tu as raison, moi aussi, parce que moi, je pense qu'après, maintenant, ça dépend un peu de la personne. Mais moi, par exemple, ça a joué dans ma faveur. J'ai pris ça comme aspect positif. Ça m'a forgé, ça m'a rendu dur que n'importe quelle personne, ça rentre pas. Personne définit ton avenir. Exactement. Sauf toi. Exactement. Moi, ça m'a rendu dur. Mais après, je sais que pas tout le monde, on n'est pas tous les mêmes. Donc, on va retrouver par contre, par exemple, certaines personnes où ça les affecte, où malheureusement, ils abandonnent parce que tout l'entourage dit que c'est pas possible. Mais aucun de l'entourage est dans la même situation. Et ça, c'est quelque chose qui, par exemple, est très illogique. Je ne peux pas du tout te conseiller si moi-même, j'ai jamais eu le même vécu par rapport à ça. Je suis pas du tout la personne adaptée pour pouvoir en juger si c'est possible ou pas. Va voir des personnes qui ont eu le même parcours, qui sont, on va dire, plus ou moins dans le cadre où tu voudras être. Eux peuvent en juger. Ils te sont contemporains. Parce que les parents ne nous sont pas contemporains. Je le répète une fois de plus. On dirait encore que je les défends, mais c'est pas le même cadre. Moi, mon père m'a toujours dit, je suis arrivé en Belgique, pour payer mes études, je devais faire du théâtre et jouer le noir de service. J'ouvre la porte, je ferme la porte avec un accent africain et les gens rigolent. Mais toi, tu les connais. Joue sur le fait de les connaître. C'est pour ça que je disais, être bilingue, savoir leur parler, venir à l'heure, j'ai rendez-vous à 14h, je suis là à 13h30, tu vois. Toutes ces choses-là, parler à son contemporain. Oui, mais il ne faut pas quand même qu'on s'oublie là-dedans. Tu vois, on joue un rôle. Il y a beaucoup aussi, une fois que ça réussit, ils internalisent le rôle. Ils deviennent des tanguis. Ils internalisent le rôle. On est qui on est. Tu vois ce que je veux dire? Qui internalise le rôle? J'ai pas compris. Mais non, mais je veux dire, comme tu dis, tu les connais. Tu connais leurs règles du jeu. Mais en fait, à un moment aussi, tellement qu'on joue selon les règles du jeu, on s'oublie. Ouais, mais on met des habits d'autres sur soi, hein, tous les jours. Hein. On devient des tanguis. Non, on met des habits d'autres sur soi tous les jours. Quand je prends ma voiture, il y a un code de la route, tu dois le suivre. Mais la chose horrible, oui, mais la différence. Excuse-moi, pardon, je t'ai interrompu, vas-y.
Non, mais quand Jimmy dit il y a le code de la route, tu dois le suivre. Mais là, c'est une loi qui est pour tous. La circulation, c'est une règle. Mais quand tu viens pour postuler un travail, comme tu dis, tu es noir, c'est 14h, tu viens à 13h30. Mais celui qui va venir à 14h moins 5, toi tu es là à 30, tu es bilingue, même trilingue, et lui, il ne parle qu'une seule langue, il arrive à moins 5. Tu as peut-être un bachelier, lui, il a un brevet. Mais malgré ça, s'il y a le R qui privilégie sur le poids de toutes tes compétences et toute ta présentation physique ou autre, mais c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas lutter. Ça dépendra de la personne face à qui tu es. Non, je lutterai parce que je suis résistant. Toi, tu es qui? Tu es quelqu'un qui va décider oui ou non. Ok, au-dessus de toi, il y a un boss. Si tu n'es pas content, il y a un ministre de... Et j'écrirai, parce que si ça ne me sert pas à moi aujourd'hui, je veux que ça serve à une Tracy dans 2-3 ans, quand ça sera elle qui sera dans cette situation-là. Qui se disent, attention, quand on a fait ça à X, il nous a fait des problèmes. Donc, quand il y a Y qui vient, regardez bien le dossier, regardez bien toutes ces choses-là. Ouais, mais moi, je pense que oui, si tu as la force mentale. Il ne faut pas oublier que beaucoup de gens n'ont pas la force mentale. Beaucoup de gens n'ont pas cet esprit d'entrepreneuriat. Beaucoup de gens, ils rentrent à la maison, sont abattus, sont cassés. L'ambition, c'est avoir cette force mentale. Mais c'est ce que je rebondis sur ce que Marlon dit. Lui, il a été vraiment très dur. Ça l'a donné la force en disant qu'ok, si toi tu crois pas en moi, moi je vais le faire. Mais par contre, moi, j'étais plus en mode, ok, je vais finir mes études à l'UNIF. Comme ça, j'ai mon diplôme, je donne mon diplôme à mes parents et comme ça, on me laisse tranquille et je peux faire ce que je veux. Alors que lui, il n'était pas du tout comme ça. Lui, il a dit, bon, je vais faire ça, je vais le faire. Moi, j'étais plus encore en hésitant. Bon, ils sont pas trop d'accord avec ce mode de vie. Je voyais comment on s'acharnait sur lui. Et je me suis dit, bon, comme ça, au moins, s'ils ont le diplôme, ils vont me laisser tranquille et je vais pouvoir faire ce que je veux. Mais c'est à un moment donné, je me suis dit, non, à un moment donné, je peux plus continuer comme ça. Moi, je vais à l'école juste pour aller à l'école, pour donner à mes parents. C'est même pas pour moi. Donc, la motivation n'y est plus. Et c'est comme ça que j'ai arrêté pour aller travailler parce que ma copine, mon associée, c'est la même chose. Hein. Elle a arrêté de travailler. Elle a dit, je comprends pas pourquoi on continue de faire quelque chose pour nos parents alors qu'on sait déjà ce qu'on veut faire. Autant aller travailler, se faire de l'argent, acquérir de l'expérience pour pouvoir aller au bout de notre objectif. Mais donc, indirectement, tu as puisé ta force dans quelqu'un de mental qui a cette force mentale de lui. Parce que si Marlon n'avait pas été, par exemple, dans ton entourage, est-ce que tu aurais eu la même... tu l'aurais peut-être fait beaucoup plus tard. Oui, je l'aurais peut-être fait plus tard. C'est vrai que ça m'a un peu motivée. Cette résilience a été ton appui, ta force, ton courage. Oui, clairement, parce que même quand j'étais à l'école, j'allais étudier chez lui, puisque du coup, il habitait déjà avec sa femme, etc. Et donc, je lui parlais toujours de mes projets, mais j'étais là pour étudier pour mes examens. Donc, c'était... Voilà, donc du coup, j'avais son discours de motivation pour aller. En plus, il me donnait des idées. En plus, tu peux faire ça, tu peux rajouter ça. Et donc, du coup, après, je suis là devant mes cours. De chez lui, là. Voilà. Elle arrivait comme ça, elle sort de lui. Allez, c'est bon. Et je suis là devant mes cours en disant, mais qu'est-ce que je fais en fait? Donc... Est-ce que Marlon n'a pas dit, très bonnes idées, c'est bien, je te soutiens. Mais comme tu étudies, essaye aussi d'avoir ce backup. Bah, non, parce qu'il voyait que ça ne me... En fait, il voyait la motivation. Enfin, il peut répondre lui-même, en fait. Mais en fait, moi, il y a un élément qui est super important, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, ils étudient, ils ne savent pas pourquoi ils étudient. Et ça, j'encourage personnellement pas du tout. Le plus important, c'est de réellement savoir pourquoi est-ce que tu fais quelque chose. Je n'ai pas aussi envie de donner ce message aux personnes d'office, lance-toi dans l'entrepreneuriat, etc. Parce que c'est pas un parcours facile et ça reste difficile. Il y a tellement d'épreuves. Moi, ce que j'ai envie qu'on se concentre, c'est vraiment de savoir si tu aimes quelque chose. Si tu as envie de faire quelque chose, bats-toi pour le faire. Ça peut être autant à lancer ton idée, ton business, autant à... Tu as envie de grandir, par exemple, dans une entreprise. Tu as envie d'avoir un certain poste, que ce soit, par exemple, manager ou tu as envie de travailler dans le côté exécutif, CEO, CFO, CMO, n'importe. Ben, bats-toi pour ça. Parce que c'est possible. Et on a, par exemple, la preuve concrète. Le nouveau CEO de Nike, ben, il a commencé en tant que stagiaire. Au jour d'aujourd'hui, c'est le CEO de Nike. Qui aurait cru après autant d'années? Bon, après, c'est vrai que le parcours, on parle de 20-30 ans peut-être de parcours, mais c'est admirable. Moi, c'est quelque chose, je trouve ça super inspirant, surtout pour une société internationale qui génère des milliards, quoi.
sont très intelligents, nos invités. Oui, oui, mais je pense qu'ils sont... Mais est-ce que je peux mettre le pied dans le plat? Vas-y, Oui. On peut mettre le pied dans le plat? Let's go. On aime bien Ok, tout ce qu'il je est. résume un on peu. aime hein. bien. Oui, J'entends oui. que l'indépendance, On est eh bien, le 9-17 dérange, 9 to 5, comme disent les Américains. On n'a pas dit ça dérange, on a dit Que nous, c'est ça pas nous voulu. convient pas. Ça ne Laisse-moi compte. développer mon idée. Donc, quand on est entrepreneur, on travaille plus que 9 to 5. OK? Donc, maintenant, je mets le pied dans le plat. Quelles sont les conséquences sur le côté relationnel, amoureuse et familial, amical? Tu vois? Comment ces personnes qui vous entourent voient votre ambition de le départ jusqu'à votre réussite d'aujourd'hui? Parce qu'on croit souvent que ouais, lui, il a ci, il a ça. Non, les personnes qui les entourent parfois ne voient pas le matériel. Moi, j'ai un ami qui m'a déjà dit, ouais, mais toi, tu n'as pas d'émotion, on ne sait jamais ce que tu penses, mais c'est le côté froid et entrepreneurial qui t'amène à ça. Donc, j'aimerais savoir, pour vous, dans vos relations, est-ce que ça... Moi, je dis que c'est un très bon plat. Tu t'as bien fait de le mettre, ce pied. J'attendais que tu le cookes, en fait. J'attendais que tu le cookes, mais tu prends des gants aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je prends des gants. Non, je suis d'accord. Pas de désaccord, là. On laisse la Pour une parole fois, à on est Patricia. d'accord. Oui, j'ai envie de la... Il a touché un bon point. Très bon j'ai envie point. de savoir. Sur les différents plans relationnels, moi, ça va être très vite résumé. Je suis célibataire sans enfant. Donc, au niveau relationnel, bon, quand je dis célibataire, je fréquente quelqu'un, mais il n'y a rien de concret ou d'établi. Donc, j'ai encore cette liberté de mouvement, d'agir et de réfléchir par moi-même sans avoir la validation. La culpabilité. Ça ne revient culpabilité. Non. Je pense qu'elle parle de culpabilité par rapport à ses enfants, parce que... Par rapport au mari ou par rapport au compagnon. Et si Oui. je te date et je veux te voir dimanche après-midi, aujourd'hui, pour aller manger ensemble? J'ai pas entendu le début. Si on date et je veux te voir aujourd'hui, je suis ce monsieur, je veux te voir aujourd'hui qu'on aille manger ensemble parce qu'aujourd'hui, tu ne travailles pas. Et que fais-tu? Ah, mais j'ai un podcast. Comment tu te sens? Comment tu... Mais j'ai quelque chose dans la ligne du temps, dans la journée, j'ai un timing. On peut se voir avant ou après. Donc, ça ne réduit pas la journée au podcast. Donc, ce serait un peu... Comment ce timing est vu par cette personne? Parce que c'est ta liberté, mais est-ce la sienne? Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais c'est ça aussi, ce qui est particulier avec mon métier, c'est que je travaille 7 jours sur 7. Je peux travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que quand je dis, les patients ne s'arrêtent pas d'être malades le dimanche ou après 20 heures. Moi, un patient peut m'appeler, Patricia, il y a la machine, elle sonne. Je l'ai branchée à 17 heures, il est 23 heures, je dois y retourner. C'est ça ma profession. Donc, je le dis toujours, moi, dès que je commence à fréquenter quelqu'un et que si je vois que ça va plus loin, il veut s'engager, mais moi, je le préviens lui parce que moi, j'assume, j'ai choisi ma vie. Donc, si tu choisis de faire ta vie avec moi, sache que mes choix, je ne vais pas les changer. Tu les prends ou tu les laisses. Donc, moi, j'ai toujours été transparente sur ça. Oui. Mais Donc, tu dès as- le départ, Vas-y. je pense dès le départ, toi, tu mets la scène. Ah oui, Et donc, je ne m'en cache pas. Parce que je crois que ça fait partie de mon côté indépendante où je sais pas, on a toujours des traces ou des... Ma mère, Jimmy, on se connaît, il connaît aussi un peu ma maman, mais ma maman est une femme forte. J'ai appris à accepter que je ressemble à ma mère il y a seulement 5 ans. J'ai 40 ans aujourd'hui, c'est à 35 ans où je reconnais et j'admire ce côté que les gens, ou même moi, j'attribuais à ce côté. On l'appelle, des membres de la famille l'appellent Thatcher, tu vois. Donc, elle a ce Margaret côté de son prénom. Fort. elle a ce côté fort, mais c'est de par son parcours, tu vois. Et moi aussi, j'ai des similitudes. Je suis l'aîné, je suis son premier enfant, mais j'ai mon petit frère avec qui j'ai 1 an de différence. Il fait pratiquement 2 mètres. Mais je suis obligée de m'imposer parce que je suis l'aîné, tu vois. Et Dans tout ce que tu donc, entreprends. dans tout ce que j'entreprends, je ne me cache pas.
Mais donc, tu mets le décor. Je mets le décor. Et parce que tu me j'assume prends- ce que je fais, Voilà. j'assume qui je suis. Donc, Tu me prends comme je suis. je suis comme ça. Voilà. Je travaille. Un patient va m'appeler, on est au restaurant, je ne vais pas dire au patient, attendez ou je le ferai demain. Je suis soumis à une réglementation. Mhm. Donc, sa santé, c'est sa vie. Donc, c'est pas comme si je disais, je le ferai demain quand on se voit à 7 heures. Si la machine, elle sonne, c'est qu'il y a un souci. Mhm. Donc, voilà. Ma priorité, des fois, comme je dis, je n'ai pas d'enfants, j'ai des patients. Et donc, tu as renoncé d'une certaine manière à ça, ou pas? Est-ce que toi, tu Merci. vois ça comme une renonciation? Ton bonheur humain. Oui, voilà. C'est là qu'on Elle veut est venir. passionnée. Tu tournes autour de mon plat, là. Elle Je est veux que tu- passionnée. tu mettes T'es ta main dans mon passionnée. plat. Son C'est bonheur, quoi c'est ta sa question? passion. C'est pas ma question. Faiza a très bien compris. Elle est HP. Ça se voit, t'as vu? Tu as renoncé? Avoir des enfants? Non, à ton aspect, comme tu dis, humain, à ton aspect vie Privé. privée. Dire c'est la bonne Non, Parce que personne, pour toi, peut-être que si je... la responsabilité, Tu vois? bypass. Non, je n'ai pas renoncé. En fait, moi, ce que je dis, ce serait une complémentarité. Mhm. C'est d'avoir... je reconnais que je ne suis pas la figure de la femme africaine type, tu vois, parce que j'ai des aspirations, peut-être des ambitions qui peuvent déranger la gente masculine. Mhm. Et du coup, je dis toujours, il ne faut pas s'attendre à ce que je sois à la maison 24 heures sur 24. Il ne faut pas s'attendre à ce Avec que un je plat. fasse les devoirs. Il ne faut pas s'attendre à ce que je mette la table, tu vois. Donc moi, je ne suis pas dans le modèle 50-50, mais je suis dans la complémentarité. Si aujourd'hui, je ne sais pas faire, tu ne dois pas te dire que je dois le faire parce que je suis La ta femme. femme ou la maman, tu vois. Donc, on se complète. Et dans ce schéma-là, c'est très difficile d'avoir un homme qui comprenne Mhm. cette façon de penser. Il y en a, ils existent. Parce que j'ai des amis qui ont aussi cette vie, un peu moins que la mienne, mais qui sont aussi des multi-business. Il y en a une que j'appelle une serial businesswoman. Elle a 3 activités. Elle est infirmière, elle a son cabinet. Elle a un restaurant, c'est à elle. Elle a un magasin de vente exotique. Elle est mariée, elle a des enfants. C'est possible. Avec un Africain, et elle est elle aussi issue du même pays. Donc, le tout, c'est de trouver la personne qui te comprenne et qui accepte ça. Mais est-ce que c'est pas difficile? Parce que moi, je sais qu'un homme, là je parle parce que je suis une femme, mais un homme qui te soutient dans tes projets, dans ton ambition. Oui, ça c'est voilà. l'ego. Moi, je pense que c'est l'ego. Ce qui est difficile, c'est qu'eux l'admettent. Pour moi, peut-être que c'est égoïste de le dire, mais moi, soutenir un homme, c'est naturel pour une femme. C'est normal. Mais pourquoi l'inverse ne serait pas normal? C'est attendu même. Voilà, C'est tu la vois. norme. On attend ça de toi. D'accord. Par contre, l'inverse, J'ai adoré ta répondu. réponse. Quand tu as mis la main dedans, j'ai adoré. Et les autres? Ben, Silence, hein, les gens intelligents maintenant deviennent silencieux quand il faut parler de soi-même, hein, quand il faut aller un peu plus deep. niveau relationnel, ben moi j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui n'avait pas forcément vraiment le temps de voir mes amis, ma famille, donc ils se sont habitués, on va dire, à un moment donné. Du coup, moi je les ai juste embarqués avec moi. Donc mes amis, ma famille, ils m'aident pour mon projet au jour d'aujourd'hui. Donc pendant les festivals, j'avais besoin de bénévoles. J'en avais 30, mais c'était tous des amis, des familles qui sont venus m'aider pendant les festivals. On a distribué des patins ensemble, etc. Et à la fin, on leur a demandé un feedback. On leur a dit, voilà, est-ce que vous avez un feedback par rapport aussi à notre attitude, notre manière de gérer, même notre manière de parler des fois. Parce que c'est vrai que des fois, c'est ton petit bébé, donc forcément, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose, tu vas peut-être être un peu plus non, c'est pas comme ça, non, il faut être à l'heure, alors qu'ils sont là pour t'aider en fin de compte. Donc, on a demandé du feedback tout simplement pour voir aussi, nous, notre attitude, comment les gens le voient, parce que nous, on le voit pas forcément. Donc voilà, donc moi, au niveau relationnel, c'est comme ça que j'ai essayé de gérer ça. Et comme ça, je les voyais aussi, tout simplement. Ouais, Point moi, je vais- commun, complémentarité, adaptation et adaptation. d'une Ouais. certaine façon. Et voilà, moi, j'ai pas parlé de mes ambitions, mais on va juste vite. Déjà, je suis indépendante, donc freelance RH. Mais en plus de ça, je développe mon appli dans les ressources humaines grâce à l'agence de Faiza. Le Tinder du recrutement. Voilà. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Elle s'appelle Caillou. Et voilà. Mais
j'ai repris aussi des études parce que je n'avais pas ce diplôme. Et là, j'ai un mari exceptionnel qui m'a soutenue là-dedans parce que c'est tard le soir, etc. Donc là, j'ai eu un mari. Et là, de nouveau, je lance ce podcast avec Jimmy. C'est un dimanche où on est occupé. Il faut écrire des scripts, faut donner du feedback, faut chercher des invités. Donc, on est souvent occupé. Et j'ai un mari qui est beaucoup, qui me soutient beaucoup. Lui aussi a un boulot qui lui prend beaucoup de temps, mais je pense que quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit heureux et on essaye de trouver des accords. Donc lui, il sait que mon bonheur, c'est d'entreprendre des choses, de développer des idées, et il est vraiment tout le temps là à m'aider quand il peut. Et puis la famille joue un rôle important avec les enfants. Pour essayer de trouver cet équilibre. Voilà. Ça c'est ma part au niveau... La HP, elle est vite. Hein. Elle est vite, la question. Oui, normalement, elle s'adapte, mais là, elle est au-dessus du plat. Ouais, parce que moi, ça va être complètement différent. Parce que je suis une HP, mais ce que tu as dit tout à l'heure est tout à fait juste, je suis un caméléon. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai toujours fait plaisir à mes amis, ma famille, mon entourage, mes collègues, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte que il y a un moment pour tout. Aujourd'hui, je sais que c'est le moment où mon application va cartonner. Ça fait 7 ans que je bosse dessus, mais je sais que c'est maintenant. Pourquoi c'est maintenant? Parce que je suis en train de changer. Tout est en train de se mettre en place pour que ça y est, je puisse. Et ça, je ne sais pas si c'est l'ambition, mais maintenant, je pense que c'est la résistance, parce que je n'utiliserai plus le mot endurance, non, mais plutôt résistance. Non, mais parce que vraiment, révélation. Je sais que je dois être la personne que j'ai envie d'être, et finalement que j'ai toujours été, excuse-moi, je perds mes mots, j'ai toujours été, mais que j'ai caché parce que j'ai toujours voulu faire plaisir aux autres. Et aujourd'hui, j'ai envie enfin que mon application sorte et cartonne, etc. Et donc, il faut que je sois moi-même. Et là, ça dérange. Et j'ai beaucoup de problématiques avec famille, amis, etc. Mais en même temps, on m'a dit récemment quelqu'un m'a dit qui a une grande expérience dans l'entrepreneuriat, qui m'a dit, écoute Faiza, si ton entourage n'évolue pas, c'est que toi, tu n'as pas évolué. Tu as vécu des moments incroyables avec certaines amitiés. Moi, j'ai des amis depuis 20 ans, on se connaît depuis l'âge de 2 ans et demi, depuis la maternelle, etc. Et en fait, ces gens-là, je sens que eux s'éloignent et moi, je m'éloigne. Non pas que je les aime plus, etc. Je les aime, mais en fait, le fait que j'évolue, ils le voient et c'est « Ah, donc maintenant, on devra prendre un rendez-vous sur ton agenda pour te voir. » Je dis mais non, pas du tout. Rien à voir. J'ai pas changé. Oui, mais on te voit, t'es de plus en plus visible. Je dis oui, mais je suis visible, mais les pépettes, elles sont pas encore là. Donc, je suis encore en train de... Et ça ne veut rien dire. Et puis, je suis en train de rencontrer... Maintenant que j'accepte qu'en vérité, c'est vrai, je change. Mon attitude change, je suis plus assertif, j'apprends à dire non, etc. Eh bien, je vois aussi que je rencontre des personnes extraordinaires et maintenant, mon entourage le plus proche, je le connais peut-être depuis 6 mois, 1 an, etc. Et vis-à-vis de mon couple, mon mari, il a toujours été quelqu'un, c'est moitié-moitié. La première fois où je lui ai dit « Merci d'avoir tenu les enfants », il m'a regardé, il me dit « Mais c'est mes enfants. Pourquoi tu me remercies, quoi ?» Mais il m'a toujours soutenue, mais malgré tout, je sens que lui aussi, parfois, il est un peu trop... Si tu m'entends, Nicolas, pardon. il est... C'est de ma faute, Nicolas. Il est... et je le sais, il m'aime et il m'encourage, c'est le premier à me soutenir, etc. Mais je sens qu'il est un peu dans la peur. Parce qu'il sent que je suis en train de... Ça y est, comme le sphinx qui renaît de ses cendres. Il sent, et je pense qu'il a un petit peu peur que ça aille trop loin et que je l'oublie ou que je le laisse ou que je change et que j'aspire à d'autres choses, etc. Donc, moi, là, je vis avec cette culpabilité, cette charge mentale qui me pèse et j'attends juste la personne qui va me donner la solution, même si je sais que la solution, elle est en moi. Oui. Moi, je me retrouve beaucoup en toi, sincèrement, et je pense qu'elle te le dira aussi. Je n'expliquerai pas pourquoi, parce qu'il ne s'agit pas de moi aujourd'hui, mais de vous. Mais ouais, je me retrouve beaucoup en ce que tu dis. Justement, moi, j'ai envie de rebondir sur quelque chose que toi, tu as dit qui pourrait t'aider. Parce qu'en plus de ça, il y a le côté émotionnel. Trop. Et toi, tu dis justement, entrepreneuriat, il est froid, il est distant. C'était ta façon à toi, peut-être une réaction par rapport à la personne que tu es devenue. C'est la façon dont j'ai remarqué que j'étais vue par les autres. Perçue, pardon. Mais je pense... Moi, c'est le contraire. Mais je pense que... Moi, je suis un peu un gna-gna. Non, mais...
En fait, ma gentillesse est interprétée comme de la bêtise. Mais je pense que tu dois évoluer vers ça. J'y arriverai Je pas. pense que justement, l'émotionnel doit se rationaliser. Et c'est que comme ça, en créant peut-être cette distance, tu vois, te focaliser arriverai sur pas. tes choses. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je me dis, c'est pas à 38 ans que je vais changer. Par contre, on m'a dit, écoute, à un moment donné où tu auras cette légitimité de pouvoir mettre des gens et de pouvoir déléguer, tu enverras les gens au front. Et toi, tu resteras la personne gentille que tu as envie d'être et tu resteras sur de la stratégie et De tout. mettre des gens dans quoi? Je les mets au front. C'est eux qui vont gérer mes personnes. Parce que moi, j'ai une équipe de 12 personnes qui travaillent dans mon agence digitale et j'ai adopté ce que j'appelle une hiérarchie horizontale. Donc, en fait, moi, tout le monde est dans le même bateau. We success together, we fail together. In the end, tu vois, on est ensemble. Et en fait, on m'a dit non, c'est pas comme ça, Faiza. Parce que parfois, je me retrouve dans des situations où, en fait, ils prennent le dessus. Et on m'a dit, écoute, c'est pas maintenant que tu vas changer, reste comme tu es, puisque finalement, c'est ce qui fait ta force. Par contre, quand tu as les moyens, mets des gens au front, toi, recule. Créer une barrière. Voilà. Et laisse-les, eux, gérer ça. Rationaliser, c'est créer une barrière. Après, je sais pas ce que tu en penses. Si c'est... Tu es venu dans le plat, puis tu es remonté au-dessus du plat, selon moi, parce que tu redéfinis tes gens, en fait, encore dans un cadre structurel corporate, mais pas dans un cadre personnel qui te touche, toi. Moi, je dis souvent à Maroussia, elle me dit, ouais, mais tu parles plus avec un tel. Non, je les ai mis dans des cases, en fait. Ouais, mais tu peux pas mettre des gens dans des cases. Si, parce que je me rends compte qu'eux me mettent dans des cases. Tu vois? Donc, c'est pour ça que quand tu dis les remettre au front, oui, de façon structurelle, qui travaillent pour toi, comme l'a dit Tracy, vous vous adaptez à ces personnes-là. Je veux pas les perdre. Donc, dans ce que je fais, je suis en train de monter, je veux tous les tirer avec moi. Hein, Tracy? Mais la vie, c'est pas ça. Non, d'office. C'est pas ça. Ça, c'est mon côté altruiste. Mais il y a d'autres façons. Et je pense que rationaliser, ça ne veut pas dire que tu perds ton côté émotionnel. Non. Ça veut dire que juste à certains moments, voilà, quels sont les faits, quelle est la solution par rapport à ce qui s'est passé, et voilà, quelle est la suite, quels sont les next steps. Et on arrête de mettre les émotions parce que j'aime, parce que t'es de l'enfance, parce que t'es mon frère, parce que t'es ma sœur. Non, ça s'est passé, ça doit être fait, ça c'est la suite. Mais il faut avoir cette personnalité-là aussi pour pouvoir être dans cette objectivité de rationaliser. C'est vrai, tu as raison, mais elle se développe. Mais pour revenir à ce que tu dis et que ton psy t'a dit, tu n'es plus la même personne. Exactement. Tu dois l'accepter. Et si les personnes autour de toi sont toujours les mêmes, c'est que tu n'as pas évolué, en fait. Tu ne dois pas attendre que les autres acceptent que disent Faiza est différente. C'est Faiza qui se lève un matin et dit hey, je ne suis plus cette personne-là, en fait. Quand je t'invite à 17h, tu viens à 17h40. Non, tu sais que tu viens être en retard, viens pas. Tu vois, Marlon rigole, on lui a pas encore donné la parole parce qu'on a entendu que des femmes, mais, non, mais... là, je vais marquer contre mon propre camp. Un homme ambitieux qui a une femme à la maison, pour reprendre ce que Patricia disait. C'est pas moi qui vais mettre la table, c'est pas moi qui vais faire ci. Est-ce que Marlon participe dans cette vie active familiale? Je pense que moi, j'ai pas grand-chose à dire en fait par rapport à ça parce que j'ai une personne qui me soutient entièrement dans ce que je fais. Donc moi, ma femme, elle a déjà eu ce vécu où voilà, son papa, c'était un bosseur. Il a lui-même eu sa société, etc. Donc, elle connaît le papa qui travaille, qui rentre très tard à la maison, ou bien qui était aussi absent pendant très longtemps, parce que, par exemple, son père, eux, quand ils sont arrivés en Belgique, ils n'avaient pas vu, par exemple, leur père pendant 2 ans. Donc, ça l'a permis aussi de pouvoir comprendre et de revoir cette histoire devant ses yeux, de « Ok, je vais le soutenir, il a besoin de ça. » Parce que, en fait, au final, quand on regarde et on rassemble toutes nos histoires ensemble, on a besoin de soutien. Et c'est ça que, par exemple, l'entourage, souvent, ne fait qui n'est pas bon. C'est qui Amen, Marlon. Ils vont dire, voilà, tu changes, c'est pas bien. Mais c'est pas ça, en fait. C'est que, comme je change dans mon parcours, comme je grandis, aidez-moi à continuer à grandir. Et pas, tirez pas sur moi. Et je pense que c'est ça qui, au jour d'aujourd'hui, voilà, qui est dérangeant. Mais moi, pour mon cas, moi, voilà, j'ai quelqu'un qui me soutient entièrement à la maison. Qui te soutient et qui te garde les pieds sur terre. Exactement. Et qui peut te le remettre sur terre. Exactement. Mais on a besoin de ça. Surtout un homme a besoin de ça. Mais tes amis, t'en as toujours ils sont toujours les mêmes? Ça change. Au fil de temps, ça change. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'après certaines années, il y a des personnes qui vont partir, même si voilà, c'est une amitié de 10, 15, 20 ans. On doit pouvoir accepter qu'il
font plus partie de notre vie. C'est Et tout toi, à fait normal. l'acceptes, mais eux, Et on est un bon exemple. On est famille, on est cousins, cousines. On a grandi ensemble. On se voyait aux fêtes de Noël. Pendant tout un temps, on ne s'est pas vus. Et aujourd'hui, on se revoit parce qu'on partage cette ambition. Tu vois, c'est fou, quoi. Je trouvais ça, j'y ai pensé en venant dans la voiture. Je me dis, mais c'est mes petits cousins, mes petites cousines. On a grandi ensemble. Hein. Ouais. Non, c'est Littéralement. absolument ça. Et aujourd'hui, on se réunit pas parce qu'on est de la famille, pas parce que les parents nous forcent, mais on réunit parce qu'on a ambition. ce truc en commun, quoi. Ouais. Mais je te rejoins complètement là-dessus, parce qu'il faut savoir que quand on change, notre mentalité change. Les sujets changent. Donc, c'est-à-dire que les personnes avec qui on avait certains sujets ne sont plus à un moment donné intéressants. La personne qu'on connaît, par exemple, 20 ans en arrière, et la personne n'a pas du tout changé, n'a pas du tout évolué mentalement, à la fin, c'est tout simplement normal qu'on ne se retrouve plus, quoi. Mais il faut pouvoir l'accepter. C'est ça le plus compliqué, en fait. C'est que les gens n'acceptent pas ça. C'est qu'ils disent, non, que ce soit même la famille ou n'importe, ou bien c'est mon ami d'enfance. C'est pas ça le plus important. Casé. Exact. et leur feedback, parfois, il peut être, si je peux me permettre, leur feedback, parfois, il peut être très violent. Moi, j'ai des amis qui savent pas comment réagir face à cette évolution. Et il y en a une récemment, chez nous, on a tendance beaucoup à ramener à la religion. Et elle m'a dit quelque chose, elle s'est pas rendue compte. C'était bienveillant et elle a été maladroite, mais qu'est-ce que ça m'a fait mal. Elle m'a dit, tu sais, Faiza, j'ai participé à une conférence et en fait, nous, en tant que femmes musulmanes, on n'est pas faites pour ça. La femme n'a pas été créée pour avoir des ambitions aussi élevées que celles d'un homme. C'est-à-dire que physiquement, mentalement, je te promets. Je te coupe pas, mais c'est ce que je disais avant. Mais ça fait mal. Kamala Harris, si Ouais, tu tu nous l'as entends. dit. Mais c'est violent. Elle s'est pas rendue compte. Hein. J'étais limite, j'avais les larmes aux yeux et je disais ah oui c'est vrai parce que moi je pouvais pas contredire effectivement quelque chose qui est éventuellement écrit mais qui est sorti de son contexte. Voilà. Mais c'est violent comme retour. Hein. Et ça c'est une amie d'enfance et je l'aime de tout mon cœur et elle le sait. Mais qu'est-ce que ça m'a fait mal parce qu'en gros je lui ai dit en fait maintenant je vais plus me plaindre auprès de ce genre d'amis là parce que j'étais venue ce jour-là et je lui ai dit je suis crevée. Je me dis, mais c'est normal, on n'est pas fait, on n'a pas les épaules en tant que femme, on n'a pas été créé pour ça. Et là, j'ai, waouh, je me dis, plus jamais je me plains. Et il m'a fallu quelques jours avant de m'en remettre, quoi. Mais est-ce que tu lui as dit? Est-ce qu'elle était consciente? Est-ce que tu as dit ta phrase m'a heurté? Je pense qu'ils ne sont pas dans le même mindset. Moi, je suis quelqu'un qui est, quand je suis face à un imprévu, et d'ailleurs, je dois travailler beaucoup là-dessus, face à un trauma, face à une peur, je suis complètement tétanisée, je perds complètement mes moyens. Et donc, il me faut quelques jours pour m'en remettre. Et après, je me dis, c'est trop tard, c'est hors contexte. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi je reviens avec quelque chose que eux, pour eux, c'était minime. Il te faut le temps. Voilà. Et en fait, dans des situations de stress ou de peur, on a trois façons de réagir. On a le freeze, le fight ou le freeze, fight, flight. Run. Voilà. Et oui, c'est ça. Flight, c'est run. Et le freeze, c'est comme toi, tu t'es pétrifié, tu te bloques. Et t'as les battants qui, eux, vont à la confrontation. Qu'est-ce que tu me dis tu vois et quand tu sais ça, tu te rends compte que beaucoup de situations dans ta vie, tu as ou bien réagi d'une certaine façon. Je pense que toi, tu vas être le fighter. Tu m'as dit que je ne vais pas y arriver, tu vas voir. Donc, tu es plus dans le fight. Faiza est dans le freeze. Ça dépend de la situation, parce que je suis dans le fight aussi. Face à une situation où... Faiza, elle évite ce qui est personnel et touchant émotionnellement directement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais être dans le fight, dans mon business, etc. et tout. Mais effectivement, dans les émotions, dans des événements hors contexte ou des choses comme ça, je suis en mode freeze. Ouais. Essaye peut-être de traiter ton entourage personnel de la même façon que tu traites ton business. Par exemple, moi, elle m'aurait dit ça, j'aurais été heurté, je lui aurais dit, tu sais la phrase que tu as dit là, ça m'a touché parce que si, ça me donne l'impression que... Après, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Hein. Ce n'est pas mon problème. Parce que toi, tu es venu te vider sur moi. Peut-être pour ta conscience en toi, dire moi, je ne suis pas au niveau de Faiza parce que moi, de toute façon, la religion dit ça. Je ne sais pas, je ne la connais pas, j'extrapole. On ne connaît jamais le pourquoi une personne dit ça. Est-ce que ce n'est pas pour cacher, justement, c'est justifier le fait qu'elle a peut-être la même ambition. Voilà, après, je ne la connais pas. Mais je sais que beaucoup de gens, c'est ça, comme je t'ai dit, tout se dilue. Mais moi, je vais au fond. Mais est-ce qu'on ne revient pas au rationaliser ?
Tu vois ce qu'il a fait? Il a rationalisé les faits. Elle dit ça, pourquoi? Parce que, qu'est-ce que j'en fais? Quelle est la suite? Je pense Oui, c'est ce qu'on que en fait. rationaliser... J'ai écouté un podcast récemment, je ne savais pas si vous savez, mais combien de temps dure une émotion? Entre 2 minutes et 5 minutes. Après, ce qu'on en fait, par exemple la colère, si je continue à l'alimenter, par exemple ici, si je continue, c'est qu'ici, ça me touche encore. C'est marrant, sans vouloir te couper, parce qu'on en parlait l'autre jour, et je lui disais, tu sais, le seul crime qui est pas très punissable par la justice est le crime passionnel. Pourquoi? Parce que ça prend 30 secondes, 1 minute, tu rentres chez toi, tu vois ta femme avec quelqu'un, tu pètes les plombs, boum, je tire. J'appelle la police, désolé, j'ai tiré. Ah, vous avez 2 ou 3 ans. Parce que les émotions sont étudiées. On sait à quel point les émotions peuvent affecter un être humain. C'est pour ça que les émotions, il faut les contrôler, il faut les apprivoiser. Très important de les travailler, rien à voir. Je suis aussi dans tout ce qui est intelligence artificielle. Je suis une passionnée d'intelligence artificielle. Et les émotions, c'est la seule chose que la machine ne va pas pouvoir remplacer. D'où l'importance vraiment de le travailler. À quel point ça peut changer la donne, que ce soit dans un projet, que ce soit dans une relation, que ce soit dans plein de choses. Les émotions, c'est super important. Quoi. Sans ça... Tracy, tu voulais rebondir? Oui, sur une chose où tu as dit que voilà, moi j'étais quelqu'un qui voulait prendre les gens avec moi, si on peut dire ça comme ça. Bah, pas tellement, c'est juste que moi c'est encore le début. Je ne sais pas encore comment ils vont réagir parce que mon établissement n'est pas encore ouvert. Mais justement, à cette phase-là, j'ai pu voir en fait qui était là et qui n'était pas là. Dans ce sens-là, qui était motivé, comment les gens réagissent face à cette chose-là. Et en plus, je suis quand même entourée de pas mal de gens aussi ambitieux, mais qui ont un peu du mal à sortir ce qu'ils aimeraient bien faire. Et en faisant ça, ça les motive. Ça les motive. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais, en te voyant, moi, ça m'a trop motivée aussi à lancer mon truc, etc. Il y a des personnes, je sais, qui sont douées dans certaines choses et qui aimeraient bien le lancer, mais qui ont juste peur. Et juste en me voyant, ça les motive tout simplement. Donc, c'est... Moi, je suis très contente que tu es encore dans cette phase. Honnêtement, c'est une bonne phase. Il y a la phase où toi, tu auras réussi ce que l'autre a raté. Oui. Et ça, je n'y suis pas encore. Donc, c'est pour ça que, pour l'instant, c'est et un là, peu... on voit des visages, les émotions. C'est pour ça qu'on vous a mis en face. Voilà, c'est pour ça que je dis je ne suis pas encore dans cette... Un sponsor pour ta piste. Pardon? Si tu cherches un sponsor à afficher sur les... Ah oui, on en cherchait pendant les festivals en plus. Et voilà, elle va ouvrir un établissement. Elle peut peut-être aussi le mettre dans Bifox. Une connexion de fait ou quelqu'un qui écoute ou qui regarde. Ouais. Et Makassi qui nous reçoit aussi aujourd'hui. Bien sûr. Hein? Qui a un set super qui nous Makassi, reçoit aujourd'hui. qui en lingala signifie force. Et ça te représente très bien ce nom. Bravo. Attends, mais aussi, quand moi je l'ai appelé Marlon, je veux faire un podcast, il m'a dit, mais c'est incroyable, toutes les idées. Hein, Marlon? Il m'a dit, mais je te soutiens. Je dis, Marlon, je sais, je viens toujours avec des projets. Il m'a dit, mais c'est incroyable. D'autres m'auraient dit, ouais, mais t'es de nouveau là. Le précédent, il n'a pas abouti. Il n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu c'est fais? Bon, tu me saoules. Lui, il m'a dit, mais non, mais c'est incroyable. J'aime soutenir. Donc merci pour ça. Mais je pense même qu'on se sent bien entouré et soutenu. Regarde-toi, je suis là aujourd'hui. Si on m'avait dit il y a 6 mois, je serais assis faire un podcast, qui que ce soit, j'aurais dit non. Non, c'est pas que j'ai pas le temps. Je suis pas quelqu'un qui aime s'exposer. Je n'ai même pas de réseau social. J'ai créé un Instagram il y a 10 jours pour elle, pour le podcast, à cause d'elle, tu vois. Mais je l'aurais pas fait pour quelqu'un d'autre, peut-être, tu vois. Donc, un ami, un soutien, ça aide aussi à sortir de sa zone de confort. Je voulais quand même dire aussi un truc par rapport au podcast, parce que, bon, tu parlais de Makassi. Allez, vous avez parlé de Makassi. C'est sympa, merci. Mais par contre, moi, le podcast, par exemple, aujourd'hui, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. D'avoir vu... Tu vais partir après 15 minutes. Pardon? Ouais, mais normalement, déjà de base... ton rendez-vous. Oui, déjà de base, je devais partir déjà plus tôt. Mais juste cette synergie, le fait d'échanger, j'ai beaucoup aussi appris moi-même, par exemple, personnellement, parce qu'on réfléchit aussi d'une autre manière, on voit aussi d'autres histoires, on entend d'autres histoires. Donc, ce podcast-là, je suis très heureux de t'avoir soutenu dedans. Vous avoir soutenu dedans. Ouais. Et c'est que le début. Non, c'est que le début. C'est tout le monde. Comme Faiza, je suis altruiste. Je voulais rendre à l'univers ce que l'univers m'a donné.
Et voilà. Donc, le fait que ça t'a fait grandir, qu'on s'est retrouvés, qu'on a échangé. Résistance, mais non, ça va être comme ça. On a eu des bons sessions de coaching pendant tout le podcast. Ouais. Bon, en tous les cas, merci beaucoup. Merci aux invités. Merci aux auditeurs qui vont nous écouter. On espère en masse. Partagez. S'il y a des questions, s'il y a des sujets que les auditeurs veulent aborder, voilà, mettez des commentaires. On est ouvert à tout. Le but, c'est justement d'évoluer, d'accompagner, de grandir. S'il y a des propositions de sujets, feel free, mettez les commentaires. S'il y a des gens qui veulent participer, qui veulent faire partie de nos prochains invités, on est tout à fait ouvert. Donc voilà, merci à tout le monde. Je suis trouble fait, donc critiquez bien. Comme ça, on sait en quoi on doit s'améliorer, on sait ce qu'on doit travailler. Et merci d'avoir écouté. Et surtout, merci à vous quatre. C'était vraiment très plaisant et j'ai aussi beaucoup appris grâce à vous. Donc merci. Merci. Merci.